Alors, avant d'entrer dans le vif de la discussion avec l'axe 2 de la journée, nous allons prendre quelques minutes pour revenir sur les échanges d'hier, mais très rapidement, mais en estimant que ça pourrait être utile pour tous les gens qui se joignent à nous aujourd'hui. Je vois plusieurs noms de gens qui n'étaient pas là hier. Alors, hier, on tenait évidemment à dresser un état des lieux, des outils disponibles, mais aussi de leurs limites quand on veut discuter et promouvoir la liberté artistique des migrants. Donc, nous avons eu d'abord droit à l'ambitieuse, vraiment, réflexion philosophique de Patrice Meyer-Bisch, que Hélène vient d'évoquer, qui nous a rappelé, entre autres, que culture rime avec reconnaissance, responsabilité, bien commun, appartenance à la société et à la nature, qu'on ne crée pas tout seul et que la culture permet d'accéder aux autres, aux choses et à soi-même. La première table ronde, ensuite, nous a permis de mieux définir les termes du débat. Qui sont ces personnes migrantes en droit international? Et Sarah Progin-Theorkauf, co-titulaire de la chaire UNESCO pour les droits de l'homme et la démocratie, nous a décrit la variété des statuts possibles entre réfugiés, migrants réguliers ou irréguliers ou travailleurs saisonniers et les droits associés à ces statuts. À première vue, tous les droits fondamentaux, donc incluant les droits culturels. Mais il faut voir au-delà, bien sûr. Alors, comment définir maintenant la liberté artistique? C'est Joanne Bouchard du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui nous a rappelé les grandes conventions internationales et les obligations faites aux États partenaires de respecter ces droits, d'accéder à la culture, mais aussi de créer et de diffuser, des droits cependant mal compris sur le terrain ou parfois carrément réprimés. En pratique, plusieurs États respectent et protègent les artistes exilés, persécutés qu'ils accueillent, mais d'autres États vont beaucoup plus loin et c'est ce que Laurence Cuny, qui est membre du groupe d'experts de l'UNESCO, nous a décrit. Ces États mettent en œuvre l'expression artistique des migrants. Elle en a donné plusieurs exemples, ajoutant que ça profite bien sûr autant aux sociétés d'accueil en termes d'ouverture et de résilience qu'aux personnes qu'on intègre de cette façon-là. Et enfin, Toussaint-Étienne Dré-Béogo, secrétaire de la Convention de 2005, a énuméré tous les moyens utilisés par l'UNESCO pour protéger et promouvoir la liberté artistique des migrants et pour renforcer leurs capacités et poursuivre de près leurs progrès, que ce soit en termes de représentativité, de visibilité numérique, de circulation, de résistance à la censure. Alors ça, c'était que la première table ronde. La deuxième table ronde, j'irai plus rapidement, s'est attardée au statut juridique, mais aussi économique de l'artiste migrant. Le juriste Louis-Philippe Lampron de l'Université Laval a évoqué la cause très connue au Québec de l'humoriste Mike Ward en Cour suprême, encore en délibéré. Est-ce qu'on va reconnaître que la liberté artistique est spécifique et au cœur même de la liberté d'expression, qu'elle mérite une protection supplémentaire? Faut-il, autrement dit, modifier le cadre normatif actuel? Ensuite, Yulia Anna Maria Salagor du Conseil des arts de Montréal a confirmé la multiplicité des défis vécus par les artistes migrants et les personnes migrantes désireuses de s'exprimer artistiquement, manque d'accès aux lieux de rencontre, aux tribunes, aux moyens économiques, à la visibilité numérique, des enjeux que ce Conseil des arts de Montréal relève par de nombreuses mesures de soutien. Et d'autres exemples concrets, pour finir, sont venus de Vivek Venkatesh, qui est cet artiste et professeur en art de l'Université de Concordia, qui a le pouvoir, donc, comme professeur titulaire, et qui se donne la responsabilité, surtout, de mobiliser des populations marginalisées en vue de projets artistiques contestataires, souvent. Et de cette façon-là, je dirais qu'il force la rencontre entre des acteurs culturels et sociaux, entre migrants et sociétés d'accueil. Alors voilà donc des définitions. Alors, vous voyez qu'on a eu hier droit, accès à plusieurs définitions, des enjeux, des termes, enjeux, des enjeux juridiques. On a discuté déjà du statut de l'artiste migrant. Et aujourd'hui, on va continuer en traçant le portrait de ces artistes migrants. Quelle place y a-t-il pour leur liberté artistique en période de distanciation sociale? Est-ce que les plateformes numériques de création et de diffusion leur sont vraiment accessibles? Est-ce que l'art virtuel favorise vraiment l'intégration? Est-ce qu'ils et elles trouvent dans leur pratique un moteur de résilience
ou encore se trouvent-ils souvent victimes d'appropriation culturelle? Donc des questions, mais parfaitement d'actualité. Madame Guèvremont y faisait allusion aussi. Nous aborderons toutes ces questions en 2 temps et 2 tables rondes, comme hier. Il y aura des périodes d'échange à la fin de chacune de ces tables rondes. D'ici là, d'ici ces périodes-là, je vous demande de garder vos micros et vos caméras fermées. Cela dit, je vous invite à inscrire déjà au clavardage en parallèle vos commentaires et vos questions au fur et à mesure donc que les propos seront échangés, de sorte qu'on pourra tout à l'heure relayer les questions un peu par ordre d'arrivée. Voilà. J'arrête là ma longue mise en situation. Alors, on est à la 3e table ronde de cette 2e journée d'études, la première ce matin, et elle s'intitule, cette première table ronde, La vulnérabilité des expressions artistiques des personnes migrantes. Nous entendrons 4 invités, trois invités, pardon, 3 praticiens et autant de réflexions sur la pratique. Alors, j'accueille maintenant Albert Coine, Dominique Lemieux et Jean-Pierre Chrétien-Gony. Alors, je vous demande, messieurs, d'être là, d'ouvrir vos micros et vos caméras pour qu'on vous voit bien. Bienvenue à vous 3, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Voilà, Bonjour, merci de Monsieur l'invitation. Lemieux, voilà, tout le monde est là. Bonjour. Alors, je vais Bonjour. à tour de rôle vous présenter, mais tout de suite enchaîner avec une question ou deux pour vous. Alors, je commence avec vous, Albert. Vous êtes Albert Coine, donc acteur et réalisateur. Vous êtes membre du comité pour la promotion de la richesse de la mosaïque culturelle et artistique du membership de l'Union des artistes. Voilà, j'ai là. Alors, vous participez à des comités semblables aussi au Conseil québécois du théâtre et à l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec. Alors, tout de suite, je vous pose la question, selon vous, est-ce que les artistes migrants ont les mêmes chances de voir leurs œuvres vues par le grand public actuellement? Albert. Bonjour, tout d'abord, bonjour, merci de l'invitation à nouveau. J'avais participé à la première journée il y a 2 ans. Pour cette question, est-ce que les artistes ont les mêmes chances? Je vous dirais que ça tend à changer, mais encore aujourd'hui, les artistes ont de la difficulté à voir leurs œuvres diffusées. Et nous, en tout cas, dans les comités sur lesquels je siège, ce qu'on a trouvé comme problématique, c'est que c'est ce manque de représentativité chez nos pairs qui jugent les projets qui sont déposés. Parce que vous comprendrez qu'au Québec, la façon de procéder pour pouvoir produire une œuvre, ça fonctionne par subvention. C'est l'État qui nous donne de l'argent ou qui donne de l'argent aux diffuseurs et le diffuseur, après ça, donne ces enveloppes-là, distribue ces enveloppes sur les projets. Donc, les projets, il y a beaucoup de projets qui sont déposés pour être produites et c'est des pairs qui jugent les projets parce qu'on y va avec des projets qui se tiennent, des bons projets qui ont un bon contenu, etc. Donc, cette première barrière qui est la représentativité des communautés culturelles ou ethniques dans ces comités de pairs qui décident, souvent on a une mauvaise compréhension peut-être des enjeux qui fait qu'on privilégie plus une histoire qu'une autre, etc. Ça, c'est une première barrière. Et c'est parce que Souvent, c'est lié à la composition des comités de pairs, hein, qui sont souvent c'est ça. meublés de gens de la société d'accueil, bon, qui sont peu de minorités visibles, là, par exemple. Exactement, exactement. Je dirais que ça tend à changer, mais c'est encore très lent. Je dirais que le CALC et le CAC au Conseil des arts du Canada aussi ont, ont pris conscience de cet enjeu, mais c'est pas encore parfait Ouais. Donc, dans c'est une première, l'application, en fait. voilà, c'est une première barrière. Quelles sont les autres C'est ça. barrières que vous constatez? Je dirais qu'il y a une autre barrière qui nous a été rapportée, c'est que c'est la langue. Les migrants ne maîtrisent pas nécessairement la langue dans laquelle il faut qu'ils déposent leur projet, que ce soit l'anglais ou le français. Souvent, c'est une deuxième ou une troisième langue pour eux. Donc, la compréhension des demandes à l'écrit ou des fois à l'oral, parce qu'on peut appeler des agents qui vont nous expliquer le processus, etc. Donc, il y a cette problématique-là aussi de compréhension de la langue
est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'écris bien ce qu'on me demande? Est-ce que j'ai bien lu ce qu'on me demande, etc. Ça aussi, c'est une autre barrière qui fait que des fois, les dépôts sont moins bien effectués, Oui. mais c'est D'autant plus pas. que s'ajoute la langue bureaucratique, hein? Oui, C'est c'est pas ça, c'est évident. ça. C'est tout ce langage-là en plus là, qu'il faut maîtriser. Déjà, des fois, c'est déjà compliqué pour un Oui, artiste, même de la terre d'accueil, de déposer, parce que c'est un langage qu'on maîtrise pas nécessairement, parce que c'est écrit par des fonctionnaires ou peu voilà. importe. Ben, c'est déjà compliqué pour quelqu'un qui comprend bien la langue. Imaginez pour quelqu'un pour qui c'est la deuxième ou la troisième langue, ça peut devenir un peu ardu. Oui, oui. Et après ça, c'est sûr que c'est euh, à qui on dépose le projet. Une fois que, même si on a un bon projet, il faut que ce projet-là plaise à la personne, soit au producteur ou au diffuseur. Donc, il y a un côté, il y a un côté, je dirais, plus, pas personnel, mais un peu plus subjectif Oui. de la part des gens qui acceptent ces projets-là aussi avant de les déposer pour le financement. Donc, c'est des barrières parce que on propose des univers qui sont autres Oui. souvent, des visions qui ne sont pas les mêmes que la majorité, qui sortent un peu des sentiers battus. Donc, ça prend des gens qui acceptent ces projets-là, ça prend des gens qui ont, excusez-moi l'expression, mais qui ont du guts Oui, qui ont de pour l'ouverture, qui ont de prendre, l'ouverture. ben, qui ont de l'ouverture et qui croient que cette histoire-là va parler. Mais quand on regarde ça, là, les histoires du monde ont été racontées, sauf par moi ou par quelqu'un d'autre. Oui, oui. Donc, c'est l'approche après ça qui vient. Est-ce qu'on est ouvert pour avoir une autre approche pour raconter cette histoire-là d'amour impossible, par exemple? Oui. C'est Alors, on difficile. voit bien que c'est une course à obstacles et pour rester encore un peu, vous êtes comédien, on vous voit à la télé, Albert. On a quand même Oui. l'impression que la représentativité des artistes issus des communautés culturelles, c'est quand même un peu élargi là, depuis quelques années à cause des pressions faites par les gens issus de ces communautés-là essentiellement. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce que vous le voyez qu'il y a une représentativité à l'écran au moins ou sur les scènes québécoises qui est en train de s'améliorer? Ben, je mentirais si je disais non, mais j'ai un bémol. Je rajoute un bémol. Présentement, ce qu'on vit, c'est beaucoup, on coche une case. Ah, Parce que la diversité est à la mode. On met, ah oui, OK, on a ce personnage-là, il est issu d'une communauté ethnoculturelle, on peut cocher la case. Sauf qu'il faut regarder, je vous explique rapidement, à l'Union des artistes, c'est des types de rôles. Premier rôle, deuxième rôle, troisième rôle. Mais quand on obtient un premier rôle, c'est parce qu'on a un nombre de répliques ou un temps de présence à l'écran qui est assez important, donc on appelle ça un premier rôle. Sauf que c'est bien de donner des premiers rôles, mais est-ce que c'est un rôle qui vient supporter l'histoire ou c'est un rôle qui mène l'histoire? Et là, quand on dit, ah oui, oui, il y a des premiers rôles maintenant qui sont donnés à des gens issus de l'immigration, mais est-ce que on suit l'histoire de ce personnage-là ou ce personnage-là vient complémenter l'histoire du personnage principal? Donc, on est rendu là. On est rendu à placer des gens plus à l'avant-plan que des gens qui sont des acteurs qui voilà. supportent l'histoire. Euh, mais tranquillement, ça s'en vient. C'est ça, Voilà. on, Écoutez, on va poursuivre, si vous le permettez, Monsieur oui, Chrétien-Gonu. Je vous demanderai d'attendre un tout petit peu parce qu'on va essayer de voir aussi un autre aspect de la situation au Québec avant de voir ce qui se passe chez vous en France avec pas de souci. Dominique Lemieux. Dominique Lemieux, qui est directeur de la Maison de la littérature et du Festival de Québec en toutes lettres, la Maison de la littérature de Québec, le festival qui a lieu à Québec également, directeur aussi de la programmation culturelle de la Bibliothèque de Québec et des programmes de littératie de l'Institut canadien de Québec.
Dominique, vous administrez les activités, les programmes de Québec Ville créative UNESCO en littérature. Alors, ça rassemble vous présidez aussi le réseau des arts de la parole et des arts et initiatives littéraires. Ça rassemble une trentaine de diffuseurs franco-canadiens cette fois. Alors, je m'arrête là dans votre longue présentation, mais j'aimerais savoir, vous êtes dans ce milieu du livre depuis une quinzaine d'années déjà. Comment vous le juger, ce secteur culturel, si on parle de l'inclusion des expressions artistiques des personnes migrantes? Est-ce que c'est un milieu plus ouvert depuis plus longtemps et plus réellement que celui des arts de la scène, par exemple? Une bonne question. Ben, d'abord, je dois dire que je ne me présente pas d'aucune façon là, aujourd'hui comme qu'un expert du sujet, ni même comme un modèle à suivre. Même qu'en préparant ma présence aujourd'hui, bon, je me suis questionné sur ma légitimité à aborder ces enjeux-là parce que oui, ce sont des considérations qui m'interpellent depuis longtemps, mais j'ai moi-même beaucoup à apprendre encore sur le sujet. Notre milieu a beaucoup à apprendre sur ces questions-là. On doit certainement continuer de questionner nos pratiques, de nous remettre en doute. Puis c'est pourquoi je trouve ces moments d'échange, de réflexion, comme hier, comme aujourd'hui, si importants, si enrichissants d'écouter M. Kwan. Pour moi, c'est très éclairant également sur certains enjeux qui se recoupent évidemment entre les milieux dans le milieu culturel. Comme diffuseur, je pense que c'est notre devoir de réfléchir à ces enjeux-là. C'est également un sujet qui est important au sein du réseau des villes créatives UNESCO pour lequel, vous le disiez, j'ai l'honneur de jouer le rôle de point focal pour Québec, qui est ville créative UNESCO en littérature. C'est des thématiques les thématiques de la liberté de création, la liberté d'expression, le rôle de la culture dans le développement durable. C'est des enjeux qui sont discutés entre nous. Mais c'est certain qu'en échangeant avec les autres villes, notamment plus particulièrement les 35 villes du réseau des villes de littérature, on peut statuer qu'on a quand même encore beaucoup à faire ici en termes d'inclusion des expressions artistiques des personnes migrantes. D'ailleurs, en 2017, je travaillais à l'époque pour la coopérative des librairies indépendantes. J'avais préparé un dossier pour la revue Les Libraires, puis j'avais analysé la production littéraire en 2016, puis j'avais été étonné à ce moment-là de constater que moins de 3% des livres publiés chez un éditeur québécois provenaient d'un écrivain ou d'une écrivaine issue de la diversité culturelle. Donc, on voit, c'est une grande sous-représentation par rapport aux 13% évoqués d'entrée de jeu par Mme Guèvremont dans son mot d'introduction de gens, le 13% de gens qui s'identifient comme issus de l'immigration sur le territoire québécois. Puis en plus, une bonne partie de ce 3%-là provenait d'une seule maison d'édition, c'est-à-dire Mémoire d'Encrier, qui est menée depuis 2003 par l'éditeur et poète René Saint-Éloi, qui est lui-même né à Haïti. Puis René Saint-Éloi, lors d'un échange que j'avais avec lui, me mentionnait que c'est une fois ici au Québec qu'il a compris cette question-là de la racialisation des rapports, qui avait fait de lui un objet dit de minorité visible, puis que pour lui, ce qu'il disait, c'était que sa seule arme pour réagir à ce qu'il appelait sa réduction de ses rêves, la réduction de son territoire, c'était la littérature. Puis c'est dans cet esprit-là qu'il avait lancé la maison d'édition Mémoire d'Encrier, qui présente comme une réponse personnelle et collective au racisme, à l'intolérance, puis aussi qu'il présente comme un art du vivre ensemble. Oui. Le milieu littéraire dans lequel je fais partie, c'est sûr que c'est un milieu de contraintes, d'exigences, c'est un modèle plutôt complexe, qui est difficile à définir, qui aime beaucoup les catégories, qui aime beaucoup les classifications. Et pour les artistes issus de la diversité dans le milieu des arts, c'est sûr que ça peut devenir un frein important. La réalité, puis pour avoir parlé avec plusieurs gens issus de l'immigration, c'est qu'il y a un grand nombre d'écrivains ou d'écrivaines de talent qui vivent ici au Québec, qui sont publiés dans leur pays d'origine, qui pourtant, une fois installés au Québec, et même s'ils continuent à écrire, cherchent à être publiés, mais sont confrontés à mille et un écueils, ce qui les mène souvent à opter pour l'auto-édition ou à abandonner leurs aspirations, étant donné l'insécurité économique que cette situation-là crée. Puis il faut bien l'admettre, dans le milieu littéraire, il faut se poser des questions là, qui sous-tendent un constat comme celui-là. C'est sûr que c'est un milieu littéraire
c'est encore un espace réservé qui est difficilement accessible pour certaines tranches de la population. C'est un milieu qui est rempli de codes, de privilèges. La question des réseaux, du réseautage est quand même importante également. Puis, il y a des voix qui n'obtiennent pas la diffusion qu'elles mériteraient. Puis un autre élément à prendre en considération, M. Kwan, vous l'avez évoqué également un peu plus tôt, c'est la question de la langue, parce qu'il faut savoir qu'un grand pourcentage des écrivains et des écrivaines issus de minorités culturelles continuent d'écrire et de faire paraître leurs livres dans leur langue d'origine, ce qui destine de facto ces publications-là à un public réduit, puis c'est très difficile de tomber dans une dynamique de traduction. Donc ça, c'est un enjeu qui est certainement notable. Puis, il y a un enjeu autour de la visibilité, de la reconnaissance des nouveaux Québécois artistes qui se demandent comment avoir une voix ici, comment assurer une présence, un partage, comment développer un réseau, comment réussir à défoncer les portes, puis qui ont avec raison l'impression qu'il s'agit d'un système fermé. C'est sûr qu'un travail essentiel, je pense, pour inclure, pour assurer un accompagnement, pour familiariser tout le monde avec les codes du milieu, notamment les associations professionnelles, l'Union des écrivains et des écrivaines du Québec, l'Association nationale des éditeurs de livres. C'est qui les partenaires? C'est quoi le fonctionnement du marché éditorial? Mais moi, je peux qu'imaginer à quel point ça doit être difficile pour plusieurs de se projeter dans un milieu littéraire où les gens en autorité sont presque uniquement blanches, que les vedettes mises de l'avant sont majoritairement blanches. C'est probablement fort difficile de s'identifier, de se reconnaître dans un milieu comme celui-là. Donc, notre milieu, là, nous devons nous questionner sur c'est quoi les modèles mis en place, c'est quoi les opportunités qui sont offertes. Je parlais il y a quelques années avec Kamal Benkiran, qui est un écrivain marocain qui vit au Québec depuis qui vit au Québec depuis plusieurs années, qui était bien impliqué dans le milieu littéraire marocain, puis qui m'expliquait les freins nombreux qu'il constatait ici pour vivre de sa plume, puis faire rayonner son travail. Puis il soulevait notamment un certain manque de curiosité des maisons d'édition d'ici, mais il soulevait également la complexité des modes de financement qui rendent vraiment compliqué, par exemple, l'émergence d'une nouvelle structure éditoriale. Donc, créer une nouvelle maison d'édition et d'obtenir un financement pour rendre des structures comme celle-là viables, c'est complexe. Donc, pour certaines personnes, pour avoir accès à de nouveaux modes de diffusion professionnels, c'est complexe. Ils sont obligés de se tourner vers des structures qui sont établies, qui, elles, n'ont peut-être pas cheminé nécessairement dans leur réflexion autour de ces enjeux-là. Oui. Moi, ma conclusion, c'est de dire, oui, il y a certainement un grand travail à faire. La littérature, la culture, pour moi, joue un rôle crucial dans l'émergence d'un contact avec l'autre. Mais heureusement, j'ai quand même l'impression, comme M. Kwan, que les choses commencent à évoluer parce qu'on voit émerger différentes initiatives dans les années récentes. Je pense à l'Espace de la diversité à Montréal qui fait un travail exceptionnel, à la librairie Racine à Montréal également. Je pense à une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Divers Syllabes qui vient d'être lancée. Je pense à l'émergence de voix fortes qui osent poser des questions, qui osent revendiquer, qui osent appeler à l'action dans notre milieu. Là. Puis, je pense notamment à Marie-Lou Craft, à Nicolas Dawson, à Melika Abdelmoumen. Donc, notre milieu bouge, mais il y a encore place certainement à pousser ces réflexions-là plus loin. Puis je pourrais peut-être vous parler un peu du cas de la Maison de la Oui, littérature. on y reviendra. Merci Dominique. Alors, parce que j'aimerais qu'on entende maintenant Jean-Pierre Chrétien-Goni. Bonjour monsieur, ça va? Bonjour. Alors, Bonjour, oui. je rappelle que vous êtes maître de conférences et metteur en scène au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Vous êtes docteur en philosophie, anthropologue de l'art et de la culture, mais j'aimerais m'adresser d'abord au directeur de ce lieu de création libre et solidaire qui s'appelle Le Vent se lève. Alors, parlez-nous un peu de ce lieu et est-ce que c'est un lieu où justement vous cherchez à inclure des gens de toutes origines culturelles et ethniques? Oui, c'est son sens profond, c'est d'être sur des traces que nous appelons de la création partagée, où la rencontre de l'art et de ceux qui ne sont pas invités à cette fête puisse se réaliser. Alors, une particularité, c'est que à la fois on travaille avec des gens issus des populations migrantes, mais aussi on travaille avec des gens en situation de handicap, avec des gens qui sortent de détention et qui sont dans des processus de, comme on dit, de retour dans l'existence ordinaire, et c'est pas si facile. Et donc, nous travaillons avec l'ensemble de ces personnes dont je dirais qu'effectivement, elles ont tout en commun une forme de vulnérabilité. Il y a quelque chose qui
comme le dit Guillaume Leblanc, qui est une vie fragilisée, et comment le travail de l'art et des artistes qui les rencontrent, ou des artistes qui font aussi partie de ces formes de fragilité, comment est-ce que cette rencontre a lieu et peut produire de la création. C'est ça qui nous intéresse au premier chef. Donc, à se situer vraiment comme un lieu de production d'art, et qui assume cette qualité, et qui assume que les œuvres produites sont ni meilleures ni pires, mais elles sont autres, et elles doivent être reconnues comme telles. C'est un droit fondamental que nous exigeons de ces créations qui sont faites avec toutes les personnes dont la désignation est très compliquée, d'accord? Oui, d'accord. C'est peut-être ce que le professeur que nous recevions hier de l'Université Concordia appelait des populations marginalisées. Donc là aussi, une variété de gens qui viennent s'exprimer et qui souvent ont un discours assez contestataire de l'ordre établi et de l'ordre culturel établi. Est-ce que c'est la même chose chez vous, avec Oui et vos non. participants? Oui, moi j'ai plutôt tendance à parler. La notion de marginalité peut me déranger un petit peu parce que, vous vous rappelez, Godard disait, ce sont les marges qui tiennent les cahiers. Mais donc, parfois elles sont au centre. Je dirais plutôt qu'on a affaire à des personnes qui sont sur des limites, qui sont sur des bordures. Elles sont pas toujours contestataires. C'est parfois plus compliqué que ça. Je me rappelle d'un travail fait avec des très vieux travailleurs migrants qui vivaient dans des conditions épouvantables. On avait envie de leur dire, mais raconter comment c'est épouvantable de vivre ainsi. Et il disait, bah non, vive la France, vous voyez. Il disait, mais non, c'est notre maison. Et je comprends ça. C'est-à-dire que je n'ai pas, moi, le droit de dire à leur place que c'était pas bien leur vie, parce que c'est compliqué de dire ça. C'est pas vrai, sans doute. Donc, on doit aussi avoir une attitude assez fine vis-à-vis de la relation que nous entretenons avec ces gens qui vivent d'autres vies que les nôtres, qui ouvrent d'autres mondes, et au sein desquels ils sont ceux qui sont, et c'est leur droit d'expression et de leur identité, de dire comment ils le vivent, ce monde. Alors, bien sûr, qu'on leur fournisse des outils, des façons d'appréhender pour qu'ils puissent dire là où ils sont dominés, là où ça ne le fait pas, là où ça ne l'a jamais fait, bien sûr. Mais d'emblée, je ne dirais pas qu'ils sont nécessairement dans cette posture contestataire. Ils sont dans une envie, parfois, pas toujours, une envie de dire, une envie de rencontre, une envie d'exprimer quelque chose dans le monde qui les accueille, parfois depuis très longtemps. C'est étrange de rencontrer des gens qui, par exemple, sont en France depuis 50 ans et qui sont invisibles et qui ne disent rien et qui sont invisibles à eux-mêmes. Donc, notre travail, quand on le fait avec eux, c'est d'ouvrir ces espaces de visibilité, non pas pour dire regardez comme ils sont vulnérables, mais regardez comme ils sont forts, regardez comme ils sont puissants, comme ils portent des mots, comme ils portent des imaginaires. Donc ça, c'est tout ce travail auquel on tente de se livrer avec les gens, sans jamais, si possible, préjuger de ce qu'ils sont, de ce qu'ils demandent et ce qu'ils désirent. Voilà. Mais cependant, il y a quand même un paradoxe, me semble-t-il, puisque vous accueillez aussi des personnes réfugiées. Alors, est-ce que les pratiques artistiques, leurs pratiques de création, est-ce qu'elles maintiennent ces personnes réfugiées dans un statut d'exilé? C'est-à-dire que comment, Oui, c'est une c'est excellente ça, question. C'est-à-dire que c'est comment ne pas précisément… recréer de ghetto, au fond? Voilà. Et ça, c'est une des questions qu'on se pose depuis le début que nous travaillons avec ces personnes. C'est au fond de ne pas produire de la surassignation. C'est de ne pas faire en sorte qu'elles reproduisent à l'infini le discours de leur récit migratoire, parce qu'elles le font en plus volontiers, parce qu'elles ont le sentiment que c'est aussi ça que nous avons envie d'entendre. D'accord? Ce qui n'est pas faux. Nous avons envie d'entendre leur discours. Mais ont-elles la nécessité de le dire? Ont-elles la nécessité de ne dire que cela? Un jeune comédien, metteur en scène turc, Cemil Yildiz, est arrivé dans notre groupe et au bout d'un tout un travail qu'on a fait ensemble, je lui ai proposé une résidence d'artiste dans notre lieu et il m'a dit c'est la première fois que on me propose une résidence d'artiste et pas d'artiste en exil. C'est-à-dire que où tout à coup le mot exil ne vient pas systématiquement surdéterminer ce que je suis. C'est-à-dire je suis d'abord un artiste. Oui, il se trouve que je vis cette situation, mais elle ne me décrit pas complètement. Ce qui ne veut pas dire que quand je regarde les travaux qu'il est en train de faire, ce dont il a envie de parler, bien sûr qu'il a envie de parler de l'histoire qui est la sienne, entre autres choses, mais son histoire est aussi universelle, c'est ça qui l'intéresse lui, de dire pas seulement je viens faire le récit de ma migration, de mois et des années de transition. Je veux aussi dire quel humain je suis. Et ça, il me semble que le rôle que nous tentons de tenir, de ne pas assigner systématiquement. Mais je dirais la même chose pour les personnes en situation de handicap physique ou mental. Je dirais la même chose en direction des personnes qui sortent de détention et de prison.
Quelqu'un qui découvre l'écriture et la littérature en sortant de prison, il a un moment envie d'être autre chose qu'un ancien prisonnier. Et très vite. Et je pense que plus d'ailleurs il s'engage dans le processus de création artistique, plus il a envie de se détacher lui-même de ses assignations. Donc, si je puis dire, à nous de ne pas les reconduire, à nous de ne pas les enfermer systématiquement. D'accord? Et ça, c'est très difficile en fait. Parce que nous avons, mais c'est notre problème, nous avons envie d'entendre ces histoires. Parce qu'elles nous touchent, parce qu'elles nous racontent quelque chose, bien évidemment. Mais comme c'est seulement dans l'articulation de nos désirs et des leurs qu'on va pouvoir inventer des choses ensemble. Et surtout, de pas systématiquement, à un endroit ou à un autre, garder la main, garder le pouvoir de faire les choses. Vous aviez raison tout à l'heure de dire, mais comment est-ce qu'on leur donne les moyens d'assumer les choix artistiques qui vont être les leurs, qui ne seront pas les miens? Est-ce qu'il y a des lieux où on peut faire ce travail-là avec eux, leur donner cet accompagnement, leur fournir cet accompagnement quasi méthodologique pour qu'ils puissent trouver les espaces de leur création. Mais en même temps, ça vous force à réfléchir à cette relation entre vulnérabilité et création, parce que dans l'expérience, dans la pratique artistique des personnes migrantes, il y a souvent des passés de personnes vulnérables, des passés de victimes, des expériences de victimisation. Bien sûr. Alors, comment bien réfléchir sûr. tout cela et ne pas leur assigner, comme vous le dites, un rôle prédéfini? Mais je crois qu'une des bonnes manières de faire, pour moi, c'est le travail que je fais avec aussi les artistes qui sont en lien avec ces personnes, c'est d'être au plus près de nos propres vulnérabilités. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, je trouve que dans beaucoup de situations, nous sommes toujours, et c'est ce que nous avons appris, hein, si nous sommes là où nous sommes, c'est que nous avons quelque part des aptitudes à dominer de temps en temps, n'est-ce pas? C'est qu'on s'est parfois un peu à la place des autres. Le travail que nous impose cette rencontre avec ces personnes vulnérables, c'est la rencontre avec la nôtre, avec notre propre vulnérabilité. Un jour, on n'est plus l'homme blanc dominant de 50 ans qui a été éduqué, cultivé. Quelque chose arrive qui fait que vous n'êtes plus à cet endroit-là. Mais peut-être qu'on peut comprendre avant de subir quelque chose sur soi, sur son corps, sur son esprit. Peut-être qu'on peut comprendre avant que c'est dans la rencontre avec la vulnérabilité de l'autre. C'est cet accueil-là que nous serons capables de faire. Mais et sans, ça veut dire, c'est pas du tout de manière thérapeutique, ni de manière comment dire caritative, en disant qu'on fait le bien. Voilà. C'est simplement dans l'idée que le lieu de l'art est un lieu où il est possible d'ouvrir des vulnérabilités qui du coup ne s'affirment plus comme des faiblesses. Moi, je le rencontre. Vous parliez de la langue, c'est un sujet évidemment fort important. Moi, une de mes vulnérabilités, c'est que je ne parle pas l'arabe avec devant moi des tas de gens qui parlent arabe dans les ateliers. Et donc, pour certains, c'est la seule langue. Mais c'est mon problème à moi aussi de ne pas l'avoir fait, de ne pas le faire, de ne pas y arriver, j'en sais rien, de ne pas avoir le temps. J'ai plein d'excuses pour ne pas le faire. Alors, comment arrivez-vous à résoudre ce problème? Alors, on invente. Et on invente parce que d'abord, on fait confiance aux langues. D'accord. On peut entendre de l'arabe comme une belle langue, on peut trouver des manières de traduire, on peut trouver des gens qui aident à traduire, on peut apprendre soi-même un certain nombre de choses. Et ça ouvre des espaces d'invention que je n'ai pas avec les gens de ma propre langue et de ma propre culture, bien évidemment, puisque là, tout à coup, le monde se réinterroge dans la langue. Il se réinterroge dans le fait que parfois, j'ai de magnifiques surprises parce que je donne un protocole d'improvisation à un groupe de comédiens, mais en fait, ils n'ont pas compris vraiment ce que je voulais dire. D'accord. Mais c'est peut-être mieux ce qu'ils font, parce qu'ils interprètent quelque chose qu'ils ont compris de ce que je leur ai dit, et ce que je vois me séduit, m'interroge, je renvoie autre chose, et on a tout à coup un protocole de malentendu, un protocole de création qui devient intéressant, parce qu'évidemment, on finit par se caler, on finit par se dire, ah oui, là, il y a quelque chose, mais c'est la scène, sur le théâtre, je parle, c'est la scène qui va le dire. C'est que tout à coup, on est tous d'accord que ça, c'est à raconter. Oui. Comment on y est arrivé par des voix qui sont toujours des voix d'une intelligence élargie. Je pense que moi, je redécouvre des fondamentaux des pratiques artistiques qui sont les miennes dans la rencontre avec ces gens. Et c'est pas pour dire que, vous savez, c'est formidable de travailler avec ces gens et puis de retourner manger chez soi tranquillement. C'est de dire, ça réinterroge les fondamentaux. On peut plus faire du théâtre, du cinéma, de la photographie de la même manière quand on a travaillé dans ces conditions, parce que vous êtes obligé de vous reposer des questions que d'habitude, dans vos formations, vous ne vous posez plus. D'accord, voilà. Albert, qu'est-ce que vous en dites? Vous qui êtes un praticien des arts de la scène, est-ce que vous avez été partie d'expériences comme celle-là, de création collective, de brassage un peu des codes de création? Ben, j'aime bien ce que M. Chrétien-Goni vient de dire, de partir de malentendus et d'arriver avec quelque chose qui
qui parfois nous surprend, puis c'est ce qu'on aime. Et quand on consomme de l'art, c'est ce qu'on veut. On veut être brassé à l'intérieur, on veut être surpris, on veut être amené ailleurs, on veut échapper au quotidien. Donc, quelle meilleure façon que de faire rencontrer des cultures qui ne se comprennent pas nécessairement ou qui ne partagent rien à la base en commun, mais qui réussissent à bâtir quelque chose. Ça, moi, je voudrais bien participer à vos ateliers. Oui. Puis, Venez, puis venez. j'arrive, je saute dans un avion quand on pourra le faire. Mais c'est ça, c'est l'interprète. Dans mes formations, mes professeurs m'ont toujours dit, si tu es confortable, c'est C'est pas correct. c'est pas ça. C'est pas ça. Faut toujours être sur le qui-vive, faut être prêt à recevoir quelque chose d'inattendu pour pouvoir créer. C'est à ce moment-là que la création se passe. Et Et que la je suis allé. communication peut s'approfondir peut-être, mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas besoin parfois ou de traduction, ou d'interprétation, ou de médiation? Est-ce qu'on n'a pas intérêt, quand on est un artiste de la diversité à Montréal, à avoir accès à des services, à des gens qui vont nous aider à mieux comprendre ce milieu, à mieux comprendre les codes? Vous le disiez tout à l'heure, au-delà des formulaires à remplir pour les subventions des organismes d'État, pour entrer dans ce milieu, est-ce qu'on n'a pas besoin aussi d'agents de médiation? Oui, oui, totalement, totalement. On a besoin de. Et dans les deux, comme M. Chrétien-Gony le disait, ça se passe dans les deux sens. Autant les gens qui sont assis. J'ai déjà fait partie d'un comité de sélection pour. C'était le programme. Euh, C'était les auditions de la diversité qui étaient organisées par Diversité Artistique Montréal pour inclure des gens issus de la diversité et de l'immigration dans les auditions pour le théâtre du Katsu, entre autres. C'était vraiment cet organisme-là. Et on a vu des gens qui, dans leur pays d'origine, avaient des pratiques professionnelles, mais qui n'étaient pas nécessairement reconnues ici encore. L'Union des artistes, depuis le temps, a ajusté le tir et a reconnu, euh, avec un dépôt de dossier, et a réussi à reconnaître, a fait reconnaître en fait les pratiques professionnelles qui ont été faites ailleurs qu'au Québec ou au Canada. Et on se rendait compte que certains types de jeux ne correspondaient pas au code théâtraux du Québec ou de ce qu'on est habitué de voir. Et il y avait certains panélistes qui étaient comme, ah, je sais pas, on dirait qu'ils jouent trop gros, Hmm. mais moi et l'autre qui était Oui, là oui. justement Pour juger. pour juger, on se disait, oui, mais et si c'est la façon dont ils ont appris à jouer, est-ce qu'on n'aurait pas à apprendre de ces types de jeux-là, comme eux aussi, à quelque part, devront s'adapter, mais pour ce moment-ci, pour la scène qu'il nous présente qu'il a lui-même choisi, que cet artiste-là a choisi, est-ce qu'on ne doit pas le juger Selon ses sur son critères à talent, lui. Ouais. selon ses critères à lui et non selon nos critères pour essayer de le faire entrer dans notre moule? Une fois qu'il sera entré dans le système, entre guillemets, là, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra ajuster les deux moules pour qu'ils s'entrechoquent et peut-être donner quelque chose d'hybride et de nouveau, D'original. Oui, de nouveau. d'original, c'est ça, Oui, qui oui. donnera une autre proposition. Pourquoi pas? Et on a tout à gagner à faire ça que d'essayer de faire entrer les gens dans un moule, un carcan qui est déjà préfait. Et on continue à ce moment-là, comme M. Chrétien-Gony, de dire, ben, on continue à reproduire ce qui a toujours été fait et on Exactement. n'évolue pas, finalement. C'est comme dans tout le débat sur l'intégration des immigrants, au fond, on ne veut pas l'assimilation, on veut une intégration qui arrive à
un nouvel équilibre ou déséquilibre en art, mais une nouvelle identité commune, reconstruite. Écoutez, je pense qu'un exemple intéressant aussi avec la Maison de la littérature, Dominique Lemieux, je reviens à vous, parce qu'un peu comme Monsieur Chrétien-Goni à Paris, vous animez un lieu qui est la Maison de la littérature, qui est un lieu de rencontre. Vous invitez, vous avez des écrivains en résidence, et on y trouve plusieurs formes de littérature. On voit des poètes, des conteurs, vraiment des auteurs de bandes dessinées, évidemment des romanciers. Quelle est la part d'inclusion, c'est-à-dire quelle part laissez-vous ou voulez-vous donner à des artistes de toutes ces formes-là, mais aussi de la diversité, consciemment, concrètement? Ben, il y a Ça fait plusieurs. partie de la programmation ou? Oui, il y a des différents éléments à soulever dans l'échange précédent que je trouve Oui, fort allez-y. intéressant parce que ça trouve écho. Je pense à un modèle de résidence qu'on a mis sur pied qui s'appelle la résidence Acadie Québec, où on réunit pour une résidence de création deux poètes acadiens, un artiste des Premières Nations, un artiste de la région de Québec. On essaie toujours aussi d'avoir une certaine représentativité dans notre bassin d'artistes. On les rassemble pendant une semaine, ce moment d'échange, d'apprentissage des réalités partagées, de discussion et qui mène à une performance, un spectacle littéraire qui est présenté sur notre scène, qui est toujours tellement enrichissant dans cette rencontre inopinée entre des artistes d'horizons différents qui ont eu une semaine pour se côtoyer, pour travailler ensemble, pour rédiger des textes et ensuite en préparer un spectacle littéraire qui tourne ensuite à différents moments. Puis c'est sûr que ça donne des résultats fort intéressants. Puis un autre élément, c'est clair que nous, on a, par exemple, chez nous, quelqu'un qui est responsable de la direction artistique, qui a ses propres schèmes de pensée, qui a ses propres habitudes, ses propres intérêts. Donc, il y a cette ouverture-là de plus en plus chez nous réfléchie de dire, on va se tourner vers des modèles où on donnera carte blanche à certaines personnes qui, qui ne sont pas suffisamment représentés dans nos programmations pour qu'ils développent selon leurs propres intérêts, leur propre vision de ce que la littérature peut être, donc du commissariat ou des cartes blanches. Puis ça, pour nous, c'est fort enrichissant parce que ça brise la vision tunnel qui peut être portée par celle qui assure la direction artistique dans notre organisme. On a également, juste avant la pandémie, réalisé chez nous une démarche de consultation parce que on a une démarche de consultation auprès de représentants de la diversité culturelle, de l'immigration, parce que ça partait de différents constats chez nous. On observait d'abord un manque de diversité au sein de nos publics. Ça, c'était un constat très, très ferme. Un faible taux de participation des artistes issus de la diversité culturelle à nos appels de résidence, parce qu'on a une quinzaine de programmes de résidence qu'on développe. Un très faible taux de participation des artistes à nos appels de projets, pour soumettre des projets dans nos appels pour le développement de notre programmation, même si on travaille avec des partenaires et autres. On avait notamment avec le PEN Québec, puis ça trouve écho peut-être avec ce que vous disiez, M. Chrétien-Goni, puis on l'a ajusté depuis, mais une résidence qui s'appelait Exil et Liberté, donc réservée pour des écrivains en situation d'exil au Canada et des gens qui s'intéressaient aux questions de liberté d'expression. On ne recevait pratiquement pas de candidature pour cette résidence-là chez nous. Donc, ça nous questionnait. Cette démarche de consultation-là était vraiment éclairante à différents niveaux, puis nous a amené à changer peut-être nos façons de faire sur certains volets. Puis, je vais vous donner un exemple, puis je peux vous en donner quelques-uns, mais ce premier exemple-là, pour moi, était très évocateur parce que l'un des participants de cette consultation-là, la première observation qu'il nous a soulevée, c'était la difficulté, parfois même l'incapacité à s'identifier à un lieu comme la Maison de la littérature, un lieu qui peut sembler imposant, qui peut sembler inaccessible pour certains, notamment, ce qu'il nous disait, pour les personnes migrantes, pour les personnes issues de la diversité culturelle. Il nous a donné un exemple très éclairant, puis qui, dans le fond, n'était pas compris de notre côté, n'était pas mis en place. On avait une exposition consacrée à la littérature, une exposition permanente consacrée à l'histoire de la littérature québécoise. Différentes stèles, différents éléments d'exposition. Il y avait également un volet qui c'était des citations qui étaient parsemées partout dans la Maison de la littérature. Donc, dans les fenêtres, dans l'entrée, sur les murs, sur des tables, dans l'espace bistrot, Oui. un peu partout dans notre Maison de la littérature. Puis, on trouvait des citations d'Anne Hébert, de Gabriel Leroy,
Québécois, de Jean Poulain. Puis l'intervenant, avec raison, a soulevé la difficulté pour une personne issue de l'immigration à s'identifier à ces modèles-là, parce qu'il comprenait assurément l'importance historique de ces figures sacrées de la littérature québécoise puis de la pertinence de les inclure dans une exposition permanente consacrée à l'histoire de la littérature québécoise, mais il insistait sur le besoin pour nos visiteurs, pour les artistes invités, à sentir qu'ils ont aussi leur place dans un espace comme celui-là. Puis là, un autre intervenant qui était présent lors de la même rencontre a surenchéri en disant ben, c'est drôle que vous parlez de ça parce que j'ai eu le même constat. Puis il dit pour moi, l'endroit à la Maison de la littérature où je me sens le mieux, c'est dans votre salon de quiétude, qui est un petit espace aménagé au 3e étage de la Maison de la littérature, où on a mis en valeur le poème d'un poète mauritanien, Ly Djibril Ahmed, qu'on avait accueilli à la Maison de la littérature lors de l'ouverture de la maison. Puis pour nous, ça a été comme un déclic parce qu'on s'est dit, ben, cette exposition permanente-là, il faut qu'on change la façon de l'imaginer, puis il faut qu'on jette un nouveau regard sur un projet comme celui-là. Puis ben, c'est en cours justement d'ajustement en collaboration, en commissariat sur certains volets avec des organismes ou des partenaires extérieurs à notre organisation. Est-ce que c'est pas, Monsieur Lemieux, simplement une question d'actualiser l'exposition? Je comprends l'aspect historique, mais des citations de Dany, ne serait-ce que de Dany Laferrière et de Kim Thuy, ou de Rodney Cet-Éloi pourraient tout à fait s'ajouter à cette exposition permanente. Absolument, absolument. Nous, là, on a fait un travail, vu que on célébrait cette année notre 5e anniversaire, on était dans une dynamique d'actualisation complète de notre exposition permanente. C'est là que, évidemment, il y aura des citations de différents intervenants. Puis bon. Mais néanmoins, il y en avait déjà des citations de représentants de la diversité culturelle, mais lorsqu'on entrait à la Maison de la littérature, sur le mur, c'était Anne Hébert, puis sur l'autre, il y avait Jacques Poulain. Donc, ce qui était offert d'entrée de jeu, c'était ce regard-là qui teinte la perception de certains de nos visiteurs ou des artistes. Il y avait d'autres exemples. Par exemple, la Maison de la littérature n'est pas suffisamment connue par les auteurs, les autrices de la diversité, par le public, les canaux habituels qu'on utilise à la Maison de la littérature. Ça nous amène à nous questionner. C'est quoi? On doit diversifier nos réseaux pour la publicité, pour la promotion. Rejoindre tous ces gens-là. Ben oui, c'est quoi les liens à tisser avec les organismes communautaires, avec les organismes spécialisés? Ensuite, pour amener des gens chez nous, un autre constat qui nous ont présenté, puis qui est tout à fait vrai, pour amener des gens chez nous, il faut aussi aller vers les gens. Il faut que nos équipes de programmation soient en mesure aussi d'assister à des événements extérieurs. Il faut faire preuve de curiosité, aller fréquenter des lieux ou des espaces qu'on n'a pas l'habitude nécessairement de fréquenter. Ça, c'est notre responsabilité, puis je pense qu'on peut agir en ce sens-là. C'est la même chose pour les diffuseurs de spectacles. Hein? Il y a vraiment un travail là, de recherche, oui. Absolument. Écoutez, on doit terminer cette table ronde bientôt pour laisser la parole aux intervenants à la maison, ceux qui nous regardent de loin, aux participants, devrais-je dire. J'aimerais terminer avec vous peut-être ce premier tour de table, M. Chrétien-Gony, avec une question qui semble un peu théorique, mais qu'est-ce que ce serait, d'après vous, un art, je dirais, complètement dans une définition radicalement élargie, c'est-à-dire un art ouvert à tout le monde, ouvert aux autres, vous savez, une hospitalité au sens élargi, dirais-je. J'ai envie de dire c'est un art tout court. Ah oui? Dire que ça ne devrait pas être autrement. J'ai l'impression que c'est qu'on doit éviter tous les contours qu'on a faits, qu'on doit être aux choses les plus directes. Il me semble que c'est aussi ça le message que nous envoient toutes les personnes dont je parle, mais en particulier les migrants. Moi, je vois arriver dans des ateliers des jeunes gens qui ont un appétit de récit, d'envie de jeu, on a envie d'inviter aussi tous les jeunes comédiens français à venir les rencontrer pour dire mais ils sont là dans le désir de vie. Alors parfois avec des destins qui sont pas professionnels. Hein. Là, on parle des artistes en situation de migration, mais moi j'en ai rencontré qui vont faire autre chose au bout de 3 ans, 4 ans parce que leur vie va s'écrire autrement. Je vis avec un groupe qui, parfois ils sont 8, parfois ils sont 3. Et même pour le spectacle, je ne sais pas combien ils vont être à la fin. C'est pas grave. On invente constamment des choses avec eux et eux aussi, ils inventent leur vie. D'autant plus qu'ils sont dans un endroit où ils viennent pour réinventer une vie. Ça, pour moi, il y a une hospitalité radicale de notre part, non pas à abriter physiquement seulement, bien sûr, économiquement, bien sûr, mais aussi abriter, je sais pas comment créativement habiter, accueillir en faisant bouger nos propres frontières à l'intérieur de nous-mêmes.
d'accord? Parce que ce qui est en jeu, c'est les frontières de soi, Oui. d'accord? C'est Frontières comment intellectuelles, mais émotionnelles également. oui, absolument émotionnel. Et là, je voudrais juste dire encore un mot sur les enjeux fondamentaux de la créolisation des langues, du rapport des langues entre les unes avec les autres, parce que, y compris dans notre propre langue. Juste un exemple sur alors c'est pas une personne migrante, mais elle est en exil, cette dame, elle est en exil dans sa tête. Elle vit dans un établissement d'Alzheimer. Voilà, ça va pas bien du tout pour elle. Et l'autre jour, je vais la rencontrer et j'ai la chance d'avoir un enregistreur. Je lui dis, vous êtes d'accord, j'enregistre. Je ne sais pas si elle comprend, j'enregistre et j'ai 50 minutes de texte. 50 minutes d'un texte d'une dame qui parle avec une langue où elle n'a plus les noms communs. Elle parle sans nom commun, c'est extraordinaire. Alors, et quand j'enregistre et que j'écoute, je me dis, ou bien je me dis, cette dame, elle est déficitaire et c'est terrible pour elle. Oui, c'est peut-être terrible pour elle. Ou bien je me dis, elle m'ouvre une langue dans ma langue. Et si j'ai fait l'exercice, et je pourrais vous le passer, j'ai écrit le texte sur une feuille en disant pas d'où il sortait, en disant, voilà, lisez cela. Eh bien, il y a pas mal de gens qui me disent, ah oui, c'est une pièce de littérature intéressante. Essayez d'écrire son nom commun et de raconter quelque chose. Vous m'en direz des nouvelles. C'est Donc, comme il d'écrire y a, sans la il y a, lettre il y a E. de l'invention possible dans les langues et dans leurs interactions successives les unes avec les autres. Donc, c'est pour ça que ce à quoi nous invite l'hospitalité, mais au sens presque physique, c'est que rencontrer l'autre, c'est se rencontrer soi, c'est fabriquer un monde commun qui va se bricoler au fur et à mesure de nos échanges, mais pas dans l'hospitalité au sens où on vous accueille gentiment chez nous, comme nous Oui, oui, sommes oui. généreux et formidables. Donc, l'ouverture la plus Oui, totale possible. Alors, y écoutez, on compris dans va, les à méthodes. partir de maintenant, on va recevoir des questions des participants. Alors, voilà, il y a peut-être déjà des gens. Permettez-moi de vérifier. J'ai un canal parallèle. Alors, oui, on pourrait entendre d'abord Madame Béatrice Barreiro-Carril, qui sera l'une des intervenantes tout à l'heure. Alors, je vous rappelle que pour poser vos questions, vous l'avez déjà fait par le clavardage, je vous demande maintenant d'ouvrir micro et caméra de sorte qu'on vous voit au moment où vous allez poser une question à l'un des trois intervenants ou aux trois, ou d'y aller d'un commentaire, mais assez bref, cependant, pour qu'on entende davantage de gens. Alors, c'est à vous, Madame Béatrice Bayrero-Carril. Voilà, on vous voit, on vous entend. Merci. Je vous en prie, allez-y. Oui, merci beaucoup. En fait, c'était si intéressant les trois interventions que je ne me souviens bien pas plus combien de questions j'ai mis, mais je pense que c'était plutôt des commentaires. Mais en tout cas, s'il y a du temps, j'aimerais beaucoup, et peut-être les trois de vous, s'il y a du temps, pouvez nous raconter un petit peu la question sur l'appropriation culturelle au théâtre, parce qu'en Espagne, par exemple, et aussi au Royaume-Uni, tout ça commence maintenant très fort. Et aussi la décolonisation du curriculum à les universités. Et il y a beaucoup de problèmes et je pense que là, vous êtes un peu à l'avance. Alors, s'il y a de temps, ça serait une question que j'aimerais beaucoup d'écouter. Merci. Est-ce que sur l'appropriation culturelle, Albert, voulez-vous répondre? Au théâtre, c'est au théâtre que ça s'est manifesté au Québec, là, ce débat? Oui, on a, dans le comité au Conseil québécois du théâtre, on s'est penché sur cette question. En fait, le conseil d'administration du Conseil du théâtre nous a mandaté de défricher ça, mais en même temps, on s'est rendu compte, en débutant les travaux, on s'est rendu compte que ça dépassait la scène, en fait. C'est un problème sociétal. Je veux dire, et en rencontrant des intervenants, on a parlé à des gens qui œuvrent dans ce milieu-là, et des universitaires aussi, et des chercheurs. On s'est rendu compte que la problématique, en fait, en tout cas, dans ce qui nous concerne ici au Québec, quand c'est arrivé avec Slav et Kanata, Je rappelle c'est deux qu'il y avait. pièces de Robert Oui, Lepage, mises en scène par Robert Lepage, la première traitant de l'esclavage et la deuxième du sort des Autochtones, mais sans avoir suffisamment d'interprètes ou afro-américains, afro-descendants ou autochtones. Je résume et c'est ça, rapidement. c'est ça. Et d'un côté, on avait des gens, des partis qui disaient que on s'appropriait leur culture, on n'avait pas demandé la permission. De l'autre côté, ben, on clamait le droit à la liberté d'expression, etc. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens ne parlaient pas au même niveau. On ne parlait pas de la même chose. Parce que
à la base, un interprète ne se joue pas lui-même. Un interprète joue quelqu'un d'autre. Donc, si on parle de ce principe-là, l'interprète peut jouer n'importe qui, il peut jouer peut pour une s'approprier histoire. n'importe quelle parole. C'est ce que vous... C'est ça. Sauf que le problème est que, est-ce qu'à l'inverse, si un blanc peut jouer, je vous donne un exemple grossier, si un blanc joue un noir, est-ce qu'un noir peut jouer un blanc? Est-ce qu'on a la même opportunité? Là, on se rend compte que c'est pas égal. Là. Si le blanc doit jouer un noir, ben le noir aussi devrait avoir autant d'opportunités à jouer un blanc. Donc, et c'est là qu'on s'est rendu compte que les discours n'étaient pas au même niveau, on ne parlait pas le même langage. C'est ce qui créait beaucoup cette discorde. Et il y avait aussi beaucoup un manque d'écoute de Ouais. part et d'autre, des revendications de l'un et de l'autre. Et Est-ce que ce débat, selon vous, a amélioré les choses, a ouvert justement un dialogue? Est-ce qu'on va être plus sensible de part et d'autre à l'avenir? ben oui, ça n'a pas eu le choix. Tu sais, Oui, c'est dommage d'être obligé d'aller aux extrêmes pour pouvoir revenir au centre à un moment donné. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a réveillé les consciences de tous et chacun, de dire, oh, attendez, là, tu sais, on parle pas le même langage, mais de quoi parlez-vous et écoutez ce que moi j'ai à dire aussi. Et là, on va venir à un terrain d'entente, mais ça n'a pas eu le choix. Ça a été un catalyseur, en fait, pour réveiller tout le monde. voilà. Écoutez, on va progresser, Madame Béarero-Carrel. Je pense qu'on va quand même continuer parce que d'autres interventions, je vois que Monsieur Patrice Meyer-Biche, qui était notre conférencier d'ouverture, aimerait aussi poser une question ou faire un commentaire. Monsieur Meyer-Biche, c'est à vous avec votre micro et votre caméra, s'il vous plaît. Je vous passe la parole. Ah, est-ce qu'il est là? Monsieur Meyer-Biche, est-ce que vous voulez intervenir? Vous aviez, je pense, demandé la possibilité, là, il y a peut-être 2, 3 minutes déjà, d'intervenir. Sinon, je vais passer à la personne suivante d'après la liste que j'avais sous les yeux. Ah, Joanne voilà. Bouchard. Ah, est-ce que vous êtes là? Non? Oui, Oui, vous êtes là, Monsieur je suis là. Meyer-Biche. Oui, oui. Bonjour, bonjour, bienvenue à vous de Excusez-moi, nouveau. bonjour. Je Oui, vous oui. en prie, allez-y de votre question peut-être. Je voulais dire à quel point j'étais d'accord avec Jean-Pierre Gogny, qui n'étonnera pas, n'est-ce pas, et qu'il y a un monde entre rechercher une équité dans la répartition de ce que vous avez appelé, chers collègues, je me demande si vous n'êtes pas, comment dire, tombé dans le panneau du maudit français qui parle des gens qui sont issus de la diversité. Hein. Cette expression n'a aucun sens. Ah oui. Qu'un artiste n'est pas issu de la diversité, ce n'est pas une catégorie. Nous sommes tous de la diversité, de diversité. Et hier, on a bien eu un échange avec notre collègue anglophone qui disait « moi, je suis dans la diversité hein. ». Et il y a partout de la diversité de toutes sortes, déjà dans la diversité des arts, et qui est peut-être une diversité encore plus grande que la diversité d'origine et la diversité des histoires personnelles. Donc il est complètement central si on ne veut pas simplement faire une jolie mosaïque, je n'ai rien contre la mosaïque, c'est très bien, mais pas simplement une harmonie des couleurs, où Oui. tout est beau, tout est gentil, dans un beau vivre ensemble, mais de comprendre que chaque diversité est un engagement, une interrogation, mais qu'elles se croisent toutes. Et c'est dans ce croisement qu'on va trouver des correspondances. Et dans ces efforts de traduction entre art de la rue et théâtre classique, et pas seulement entre quelqu'un qui vient de Chine et quelqu'un qui viendra du Pérou, n'est-ce pas, et quelqu'un qui vient d'une expérience de deuil, voire de génocide, et quelqu'un qui vient d'une banlieue et d'un quartier bourgeois, mais où il a des expériences qui peuvent être extraordinaires au niveau familial ou professionnel. Et c'est ces diversités-là qui comptent, et c'est celles-là qui construisent l'art. Nous avons une approche de la diversité qui nie la diversité parce qu'elle refait des cloisonnements. Oui, oui. Et donc là, Jean-Pierre, il a touché précisément l'art. Et effectivement, ce n'est pas un nouvel art inventé, c'est l'art tout court. Hein. Voilà, je voulais juste témoigner de ce point parce qu'on ne peut pas simplement associer diversité et universalité. On a besoin
de ce qui fait le lien logique entre les deux. Et le lien logique, comme disait Barbara Cassin avec l'éloge de la traduction, c'est vraiment que on va chercher des correspondances dans la diversité. Voilà. Et pour cela, il faut comprendre, conjuguer les diverses diversités pour pouvoir trouver ces différents lieux de correspondance et inventer, comme a dit Jean-Pierre, il faut inventer des nouvelles unités qui sont encore inouïes, qui sont encore inconnues. Et c'est bien ça qui est passionnant. Et c'est une aventure passionnante. Merci beaucoup, D'accord, monsieur. Merci, un instant, monsieur j'ai pas Théhervier. fini. Il ne suffit pas je suis d'accord qu'il ne faut pas rester dans la zone de confort. Ouais. À l'inverse, il faut dire aussi que cette rencontre est une jouissance totale. Voilà. Et que là, on est en train de parler de jouir d'un droit dans toute sa sensualité. Voilà, je termine. Voilà, merci. On aime bien cette image. Alors, on va passer au commentaire suivant, celui ou à la question de Joanne Bouchard. Joanne Bouchard, ensuite Laurence Cuny, si on a le temps. Cependant, on va procéder ensuite puisqu'on va vers une deuxième table ronde bientôt. Alors, Joanne Bouchard, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Je découvre des propos super intéressants, certains que je connaissais un peu mieux, d'autres que je découvre maintenant. Puis je trouvais intéressant que dans cette table ronde-là, vous aviez trois positions assez complémentaires et différentes. Puis du coup, je voulais questionner, parce que tous les trois, vous êtes assez convaincus qu'il y a une valeur ajoutée d'avoir une démarche qui favorise la liberté artistique de personnes ayant des parcours différents, si on veut le dire de manière assez large. Mais comment on fait pour faire connaître à d'autres institutions, à d'autres décideurs, à d'autres endroits où les règles pourraient changer pour permettre une plus grande liberté artistique de chacun. Comment on les atteint et avec quel message on les atteint? Est-ce que vous avez des expériences où vous avez réussi à montrer justement la valeur ajoutée de cette approche-là qui pourrait nous donner des billes sur comment faire avancer le discours à la prochaine étape, en fait? Voilà. Merci. Voilà. Lequel d'entre vous? Monsieur Albert Coine, est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que vous avez un exemple à donner d'une démarche de l'UDA, par exemple, qui aurait donné des résultats très concrets, premièrement? C'est justement dont on parlait cette semaine en réunion. C'est comment, justement, parce que dans toutes les réunions ou les événements qu'on fait ou qu'on organise, c'est toujours des gens qui sont déjà convaincus de la chose. Mais comment convaincre les autres participants qui ne sont pas convaincus ou qui ne sont pas juste au fait ou qui ne sont pas au courant. Et là, on nage là-dedans. Là. On est à faire des Quel argument invoquer, quoi? Quel argument? Oui, c'est ça. Et une des questions qu'on s'est posées, c'est, et si on posait la question à ces gens-là, qu'est-ce que vous auriez besoin ou quelles sont les embûches que vous considérez auxquelles vous faites face quand vous décidez d'intégrer des gens minoritaires dans vos projets? Quelles sont les embûches? Parce qu'on pourrait peut-être vous aider à ce moment-là c'est une des pistes de solutions qu'on a trouvées, mais en effet, c'est la problématique présentement. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient embarquer dans le train, mais ne savent pas nécessairement par quel bout commencer et c'est cet accompagnement-là qu'il faut qu'il faut trouver, c'est ça. Monsieur Goni Chrétien Goni, pardon, est-ce que vous avez là-dessus quelque chose? Quel argument utiliser? Comment convaincre les gens qui ont plus de pouvoir, peut-être, de façon à donner à moyen terme plus de moyens à tout le monde? Est-ce que là-dessus, vous avez réfléchi à ça? Ou? On réfléchit tout le temps à ça. Joanne, vraiment, quelle question, hein. Tu le sais bien que c'est une question terrible que tu nous poses. Moi, la seule chose qui me vient de là où je suis, c'est dire la preuve du pudding, c'est qu'on le mange, n'est-ce pas? Ça vous rappellera quelque chose. Et que la seule chose que je me sens capable de faire, c'est de montrer, c'est de trouver les moyens de faire voir et de dire regardez, regardez. Vous savez, c'est le vieux truc de René Char, ça. Ose ton courage, à force de te regarder, ils s'habitueront. Alors peut-être qu'ils s'habitueront, c'est nous qui nous habituerons à ne pas être vus, je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça d'une insistance et d'un engagement très fort de tous les gens qui se collent à ça.
Et moi, ce genre d'initiative est extrêmement importante pour nous, c'est de se dire, d'abord, on n'est pas tout seul à tenter les choses, comment on se relie les uns les autres, comment on se renforce dans des réseaux, dans des discours communs, parce qu'on sort tous plus forts des récits que nous nous donnons là, tous, j'en suis persuadé. Donc, Mais justement, est-ce que la beauté du résultat, quand on le fait, ne devrait pas être un argument massu? Je ne sais pas, absolument. Dominique Lemieux, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, certainement. Puis c'est drôle parce qu'il y a l'autre chapeau qui touche peut-être davantage l'aspect des bibliothèques publiques parce que tu sais, je porte ce chapeau-là aussi tourné de la programmation en bibliothèque publique et des programmes de littératie que nous développons qui servent à développer. Hein, la littératie, c'est le développement des compétences des citoyens et citoyennes, l'éveil, bon, là, pour la lecture, l'alphabétisation, puis différents types de littératie, mais aussi l'éveil, l'éveil de l'intérêt culturel. Pour moi, ça rentre là-dedans. Puis il y a un rôle fondamental de la bibliothèque publique dans l'accès à un public de tous horizons, diversifié. Et pour moi, ce point de contact-là est source d'un enrichissement fort notable parce que c'est à la fois une rencontre avec des publics scolaires, avec des publics familiaux, des gens qui fréquentent leur bibliothèque de quartier, qui ne fréquenteraient pas d'autres lieux, d'autres institutions culturelles. Donc, cette mise en contact-là, cette rencontre-là, ce contact-là en différentes sensibilités, ça, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment une piste qui porte fruit et d'intégrer de notre côté, différents organismes culturels de la ville au sein de nos lieux pour provoquer, pour forcer un peu ces rencontres-là. Je trouve ça vraiment porteur parce qu'ensuite, ces organismes-là bénéficient de la richesse de cette rencontre-là et peuvent peut-être cheminer dans leur propre réflexion sur différentes initiatives, différents projets qui pourraient mener. Puis je dirais aussi, présentement, nous, dans la ville de Québec, il y a une formidable impulsion de l'appareil municipal autour des questions du vivre ensemble, autour de la diversité qui prend forme de différentes façons, différents projets, différents programmes qui sont développés. Puis ça, j'ai l'impression que ça va également donner des résultats concrets au cours des prochaines années au sein de notre ville. Alors, on le souhaite. Écoutez, un dernier commentaire, puisqu'on doit bientôt s'arrêter, celui de Véronique Gavremont. Véronique, je pense que vous avez peut-être une question pour l'un des intervenants. C'est à vous. Merci, merci Françoise et merci à tous les trois. C'est passionnant comme conversation. Dans les questions qui ont été posées, je suis revenue notamment là-dessus hier. Dans les questions qui ont été posées, il était question du numérique qui est devenu un mode d'accès à la culture de premier ordre et même en particulier en temps de pandémie. On a parlé aussi hier, par ailleurs, des chambres d'écho qui se créent dans l'environnement numérique. Nous travaillons beaucoup à la chaire sur la découvrabilité, sur la recommandation, sur les systèmes algorithmiques. Alors, on voit qu'il y a déjà beaucoup d'efforts à faire pour dans l'environnement matériel ou analogique pour tenter de stimuler cet appétit pour la diversité. Comment fait-on dans l'environnement numérique où on a tendance quand même à perdre un peu le contrôle sur, même si c'est un espace accessible à tous, il y a des grands joueurs qui poussent certains contenus qui n'ont peut-être pas toujours les mêmes sensibilités. Est-ce que, de votre point de vue, vous avez eu l'occasion de réfléchir aussi aux enjeux propres au numérique? Merci. Et merci à tous les trois pour la conversation. Voilà, merci. Alors, peut-être un tour rapide pour répondre à cette grande question de la visibilité sur le numérique. Qui veut amorcer? M. Chrétien-Goni, peut-être? Là, non. Moi, je reste Vous n'êtes pas sur ce terrain-là? Si un peu, mais tellement d'abord dans le rapport entre les gens, donc dans la présence. Moi, je refuse aujourd'hui de faire du théâtre par Zoom, c'est pas possible. Je veux dire, en revanche, on invente des choses. Mais vous voyez, c'est dire que c'est le numérique, ce sont des outils au service de la création. Avec un jeune réfugié, on travaille à distance sur une histoire qu'on se raconte autour d'une caméra qui serait dans une chambre. Il me raconte des choses et puis voilà, on a une espèce de correspondance. Mais j'aurais pu le faire avec plein d'autres choses. Le numérique, c'est un outil de plus. Voilà. L'idée que là, j'ai pas d'exemple qui montrerait que tout à coup, on entre dans une dimension différente avec le numérique. Non, c'est un outil qui a ses particularités, mais que j'ai toujours envie de ramener à un endroit où un être humain rencontre un autre être humain pour se raconter des histoires d'êtres humains. Voilà. Albert Kwan, ça aussi, ça fait partie des discussions que vous avez, sans doute.
C'est exactement ce que M. Chrétien-Goni dit. C'est le propre de notre art, en tout cas les arts de la scène, c'est la rencontre avec le public en personne. C'est sûr que à court terme, pour la situation dans laquelle on vit, ça peut être quelque chose de, de parallèle ou d'accessoire à notre art, mais ça ne remplacera jamais notre art. Et pour que la question de découvrabilité, ça, c'est une autre problématique parce que euh, nous sommes des artistes et nous ne sommes pas nécessairement des webmestres. Donc, comment créer, quand on crée nos projets et qu'on les met, qu'on fait le marketing de ces projets-là, on a cette connaissance-là des mots-clés qu'il faut inscrire, etc., puis tout ça, puis comment construire. Ça, c'est un autre pan d'expertise qui n'est pas nécessairement la nôtre. Donc, Oui. ça nous sert en autant qu'on sache s'en servir. Mais Voilà, c'est exactement, c'est ça. Dominique Lemieux, pour terminer, est-ce que pour vous, Du côté de la littérature, je pense que c'est quand même différent. Bon, le volet art littéraire qui est plus au niveau art vivant, dans la conception qu'on en a ici, c'est quelque chose, mais du côté littérature, c'est sûr que ça ouvre de nouveaux espaces d'expression. Puis ça permet de rejoindre de nouveaux publics, mais de Madame sortir Guévremont, des ghettos ou de sortir des chambres exactement, d'écho, justement? exactement, parce que le processus de légitimisation demeure le même, c'est-à-dire ce sont les prix littéraires, ce sont la mécanique de la chaîne du livre, qui est une chaîne économique basée sur un modèle de diffusion standard, les prix littéraires et les médias. Donc, le processus pour rejoindre, pour élargir les cercles de contact demeure assez traditionnel d'une certaine façon, même si bon, certains influenceurs, certaines façons de faire rayonner des projets différemment, demeure que ça, c'est le grand défi, là, cet enjeu-là de la découvrabilité, puis d'élargir nos propres cercles, nos propres réseaux, c'est un enjeu clairement important sur lequel plusieurs gens s'attardent justement actuellement, là. Pandémie ou pas, hein, d'ailleurs. La Absolument. Oui, pandémie oui, oui. accélère cette réflexion-là. Alors écoutez, on va s'arrêter là avec cette table ronde. Merci infiniment à vous trois. C'était bien intéressant. Merci beaucoup de votre disponibilité, de votre générosité